Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Bonjour. Bonjour, everybody! On devrait inverser un moment donné. Tu pourrais commencer un... C'est vrai. Je pense que la seule fois qu'on l'a fait, c'était au Poisson d'avril l'année passée. Puis on se trouvait bien drôle. On était vilaines. On pourrait. Un jour. Un jour. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est jamais enregistré d'avance, tout ça, là. On le fait à chaque fois, notre maudite intro. Mais bienvenue! Oui, bienvenue. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas sur Patreon la semaine dernière pour mon épisode de crime de colocataire. Bienvenue à vous qui êtes de retour parmi nous. Hey, on enregistre tellement d'avance. On est tellement d'avance, je suis comme... Attends, oh my God, OK. Là, pour vous dire, on enregistre pendant le verglas. Ouais. Pour vous situer dans le temps. Vous, si j'espère marqué, que vous avez de l'électricité, là, parce que sinon, ça veut dire que ça fait 2 semaines, 3 semaines que vous en avez pas. Je pense que ça devrait bien aller. Mais ouais, en gros verglas, j'ai glissé my way to Juju's house tantôt dans le trottoir. Ça se peut que notre enregistrement coupe parce qu'il y a une panne. J'espère pas. Non, mais sérieux, ça va-tu bien? Oui, ça va bien, et toi? Oui, ça va bien. Est-ce qu'on a des choses à dire avant que je me lance? Non. Non? OK. Donc, je me lance avec ma saveur du jour. Alors... Oui! Je savais pas trop quoi faire comme saveur du jour, honnêtement. J'étais pas en mode crème glacée dans ma tête. Fait que là, avant d'arriver ici, j'étais comme, est-ce que, je fais une comparaison avec la température? Boring. Je fais ça des fois, souvent, en tout cas. Genre un givré. Ouais, c'est ça. Mais là, j'étais comme, non, OK. Je vais te faire une petite comparaison avec mon histoire. Je me suis laissée inspirer par l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. OK. Donc, ma saveur du jour, c'est une crème glacée molle, trempée dans le chocolat. OK, miam. Ce qui pourrait avoir l'air super délectable. Mais là, tu croques dedans, puis c'est pas de la crème glacée, c'est de la ouate. Oh! Arc toute pâteux, là. Ouais. Ouh! Fait que t'es comme fucking déçu, genre. Ouais, plus que déçu. Plus que déçu, t'es genre dégoûté. T'es genre, comme, je veux un remboursement. Exactement. Ouais, okay. Tu veux un crise de remboursement. T'étais pas payé ça pour rien. Donc voilà, c'est ça ma saveur du jour. Tu comprendras peut-être plus tard. OK, je vais rester sur mes gardes. Donc, aujourd'hui, avec mon cas, nous serons dans les Europes, ma chum. OK. L'histoire que je te raconte aujourd'hui se passe en Angleterre, plus précisément dans la petite ville de Formby. Pour te faire un mini-cours de géo, comme j'ai souvent l'habitude de le faire, Formby fait partie du comté de Merseyside, un comté qui doit son nom au fleuve Mersey qui passe au travers. Ce fleuve de seulement 110 km forme d'ailleurs un estuaire dans la grande ville de Liverpool. J'imagine que vous vous situez un peu mieux, on entend plus souvent parler de Liverpool. Juste avant de se jeter dans la mer d'Irlande. Eh bien, un peu au nord de Liverpool, sur la côte ouest, c'est donc là que se retrouve la ville maritime de Formby. On y trouve des plages à perte de vue, des dunes de sable. J'ai regardé des photos, puis je me croyais aux îles La Madeleine. Honnêtement, même genre de plage, même genre de petites dunes avec les petits foins. Wow! Vraiment. Mais à part ces belles plages bordées par la mer, Formby est entouré du National Trust, une réserve naturelle. Un beau grand mix de nature et de ville, donc, à Formby. Ça a l'air vraiment beau. Ouais, je veux y aller. Ouais. Bref, nous sommes le 19 décembre de l'an 2000, 5 petits jours avant Noël, quand l'un des 2 fils de la famille Enders, le cadet âgé de 22 ans, tombe sur une scène horrible en rentrant chez lui après le travail. Lorsqu'il ouvre la porte du 2 Kent Road, ce jour-là, des gémissements au loin. Les gémissements de son père. Il accourt donc vers lui dans la cuisine, d'où proviennent les sons. Son père, il est couché dans l'allée qui mène vers la cuisine. Il est à moitié couché au sol, à moitié adossé contre le mur de l'allée. Il est vivant, mais il est en choc total. Il a de la difficulté à s'exprimer. Il n'arrive pas à bouger. Il demande de l'aide, visiblement.
Comme son père souffre d'un handicap aux jambes causé par un accident de travail plusieurs années auparavant, s'il est par terre, il ne peut pas se relever sans l'aide de quelqu'un. Mais le pire reste à venir pour le jeune homme. Un peu plus loin, dans la cuisine, sur le sol toujours, sa mère, étendue de tout son long. Elle ne respire clairement plus. Elle a des blessures apparentes à la tête, au visage, aux bras et un couteau de planté dans le cou. Le fils Anders appelle aussitôt la police. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que tout le monde va se demander à ce point-ci de l'histoire. Donc, je sais que, justement, tu veux que je t'explique tout de suite. Mais avant de le faire, laisse-moi revenir un peu en arrière. Genre, à qui a-t-on affaire dans cette histoire? Je vais te parler un peu des personnages. Je vais tout d'abord te parler brièvement de Linda Anders, l'épouse, la mère, la femme qui va malheureusement perdre la vie cette journée-là. Pourquoi brièvement? Eh bien, parce que malheureusement, les informations que l'on a sur elle restent très limitées. C'est d'ailleurs souvent le cas du côté des victimes, puisque l'enquête vient un peu faire de l'ombre sur la victime pour que l'on s'attarde un peu plus au potentiel coupable. Ce qui est normal au début, mais souvent, on en oublie presque le pourquoi on fait ça à la base. Ouais. C'est tellement axé sur les potentiels suspects qu'on oublie, genre, qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait une femme au début. Là, restez concentrés parce que ça va aller vite. Je vous parle de Linda. Linda Anders est née quelque part en 1956, probablement à Formby. On n'a même pas son année de naissance, même pas la ville où elle est née. Là. J'ai checké partout là, sur les interwebs, je ne trouvais pas. Puis ça dit comme à quelque part dans les sources qu'elle avait 44 ans lors des faits, donc j'ai fait le calcul. Vous comprenez là, que genre on n'en sait pas beaucoup sur elle. Donc elle avait, comme je viens de dire, 44 ans au moment de sa mort. Elle était décrite comme une épouse généreuse, une mère aimante, une femme qui s'approchait de plus en plus de son X. Une femme qui apprenait dans les derniers temps à se connaître, à se choisir, à se prioriser. Épanouissement aurait été un bon mot pour la décrire dans ses dernières années de vie. Une femme qui met son pied à terre de plus en plus, autant à la maison que lors de ses cours de danse en ligne qu'elle pratiquait 2 à 3 fois par semaine. Elle aimait sortir avec ses chums de femmes pour danser, socialiser, pour sortir de la maison tout simplement. Elle, qui avait été femme au foyer toute sa vie, venait de commencer pour la première fois un travail dans une pépinière, au Lady Green Garden Center. Avec les fleurs et les plantes, elle aimait beaucoup ça. Malheureusement, seulement 3 mois avant sa mort. C'est fou, elle n'aura pas eu le temps d'y être longtemps. Elle était souriante, chaleureuse, sociale. On la décrit comme une jeune âme. Elle était en forme, en bonne santé. Elle vibrait, pour employer des mots que certains proches ont dit d'elle. Elle était vraiment appréciée de tout son entourage. J'imagine qu'à travers cette description, vous voyez déjà un peu ce qui cloche dans la vie de Linda Anders. Son mari, Malcolm Herrick Anders. Laissez-moi maintenant vous parler de lui. Malcolm Anders a vécu à Merseyside toute sa vie. Contrairement à sa femme, on a bien plus d'informations sur lui. Jusqu'à son code postal. OK? Genre, j'ai trouvé sa fiche d'emploi. Elle est accessible sur les internets et donc, on y retrouve même son adresse, le résidentiel, jusqu'à son code postal. C'est pour ça que je l'ai mentionné un peu plus haut, là, son adresse. Mais voyons! Bref, Malcolm, il est né en juillet 1954, ce qui veut dire qu'il avait 46 ans lors du meurtre de sa femme. On peut dire meurtre rendu là, elle avait un couteau dans le cou. Il a grandi à Merseyside et a travaillé comme directeur de production à l'usine automobile Ford Car Manufacturing Plant à Halewood, Merseyside toujours. Il gagnait assez bien sa vie. Lui et Linda se seraient rencontrés très jeunes. Ils vont se marier très rapidement dans les années 70, plus précisément en octobre 1974. C'est très tôt, là. Malcolm y avait seulement 20 ans et Linda en avait 18. Ouais, c'est rapide. Ouais. Mais tu sais, rien d'étrange pour l'époque. Non, c'est ça, là. Ouais. On parle ici d'un peu plus de 26 ans de mariage. Là. C'est pas rien. Là. Ensemble, ils vont avoir 2 enfants, 2 petits garçons. L'aîné, on a Paul Anders, qui avait 26 ans au moment du meurtre.
Il était à l'université Hull, loin de sa ville natale depuis plusieurs années, donc il n'habitait plus à la maison familiale. Okay. Et on a le plus jeune des deux, Neil Anders, qui avait quant à lui 22 ans au moment du meurtre. Il travaillait dans un garage de type Shell. Je ne sais pas si c'est le même genre de truc qu'on a comme station-service. Mais bref, il travaillait dans un garage qui était à seulement 2 minutes de marche de la maison familiale, où il y vivait toujours. Ça, c'est-tu lui qui est arrivé sur la scène? Ouais. OK. Le plus jeune des deux. La belle famille, du moins selon les apparences, habitait dans une belle et grande maison, dans un quartier, disons, confortable. Genre pas trop riche, mais vraiment pas un quartier démuni, là, dans la moyenne. Ils semblaient tous ensemble vivre le parfait bonheur. Mais entre les murs de la maison, leur mariage était devenu beaucoup moins beau que dans ses débuts. Le genre de famille que l'on ne remarque pas vraiment, qui se fondait vraiment dans la masse. Mm-hmm. Donc, on pensait que tout allait bien, mettons, en étant le voisinage ou les connaissances et tout de la famille. Mm-hmm. C'est pas clair, selon les sources, à quel moment précisément leur relation a pris une tournure laide, si on peut dire, mais disons qu'à la fin des années 80, début des années 90, un événement va venir chambouler la famille et son entourage. Malcolm aura un grave accident de travail impliquant un chariot élévateur. Genre un lift, là. Ouais. Puis là, les circonstances entourant l'accident sont pas mentionnées si clairement que ça, là, étonnamment, parce qu'on en parle quand même partout, mais il n'y avait pas genre les détails, les moindres détails de ce qui est réellement arrivé. Mais il aurait, si j'ai bien compris, reçu un objet lourd sur lui, à cause d'un chariot élévateur, peut-être mal sécurisé. Il aurait par la suite perdu presque entièrement l'usage de ses jambes. Une presque paralysie touchant ses hanches puis tout son bas du corps. Mm-hmm. Le forçant donc de quitter son emploi et vivre le restant de ses jours en chaise roulante ou, dans ses beaux jours, à déambuler avec 2 cannes rattachées à ses bras, genre qui l'aident à marcher. Il allait tout de même, bien entendu, recevoir des allocations pour personnes handicapées permettant à la famille de continuer à vivre, avec peut-être un peu moins de lousse qu'avant, mais toujours de façon confortable. Mais c'est un accident de travail, là, sûrement qu'il C'est était ça. protégé. Là. Ouais. Par contre, outre l'argent, c'était maintenant une vie bien différente qui attendait la famille. Un père et époux maintenant toujours à la maison, nécessitant qu'on s'occupe de lui presque en tout temps. Ses proches, surtout son plus jeune fils qui était à la maison, et Linda, devaient maintenant vivre en fonction de Malcolm, du moins entre les murs de leur maison. Linda devait être aux petits soins en tout temps, adapter son mode de vie à elle à celui de son mari, leur maison, leur horaire, tout le kit. Puis pour un couple, puis une famille 100% stable, ça doit quand même être tough, tu sais. Donc imagine quand c'est pas tout à fait le cas, puis que t'es comme scellé par le mariage. Mm. Ça doit être encore plus tough. Surtout pour Linda. La relation du couple, qui commençait déjà à battre de l'aile, comme je l'ai dit, va donc s'enligner dangereusement vers une pente descendante. Ils vont, à travers les années, commencer de plus en plus à vivre leur vie de façon très séparée. Ils ont chacun leur hobby, chacun leur chambre où dormir. Ils vivent de plus en plus comme des colocs, mettons. Mm. Sauf que Linda s'occupe encore de lui en tout temps, là, tu sais. Elle veut pas le laisser tomber, c'est son mari après tout, pour le meilleur et pour le pire. Linda, qui était si douce à la base, n'avait plus du tout une vie heureuse avec Malcolm. Et elle était plus si douce non plus que ça avec lui. Ils se chicanaient sans cesse. C'est ce que va témoigner plus tard son fils Neil, leurs amis les plus proches et même ses récentes collègues de travail à la pépinière, où elle a seulement été 3 mois, je te le rappelle. Ils ont eu le temps de remarquer déjà en 3 mois que ça n'allait pas. Là. Ouais. Genre, pas tous les détails parce qu'elle était quand même discrète, mais assez pour dire que Linda, elle avait pas un mariage très heureux. S'ils ne se chicanaient pas, ils ne se parlaient pas plus qu'il faut. Vraiment, là, ils vivaient dans la maison côte à côte, that's it. Neil va aussi dire qu'à sa connaissance, ses parents, ils se chicanaient beaucoup, oui, ils s'entendaient plus bien, pantoute, clairement, mais que jamais à sa connaissance, du moins, il n'y avait eu de violence physique. C'était seulement verbal. Puis là, je veux juste faire une parenthèse ici pour dire que c'est très possible dans des cas de violence conjugale qu'il n'y ait jamais eu de violence physique avant un meurtre. De la violence conjugale, ça peut longtemps être psychologique, dans les mots.
Puis ça veut pas dire pour autant que parce qu'il n'y a pas de coup, il n'y aura pas de meurtre. Genre, je veux juste le spécifier, là. Ça arrive énormément ces temps-ci, là. C'est malheureusement la triste réalité de l'affaire. Mais c'est important qu'on s'en rappelle, tu sais. Parfois, là, ça peut passer des mots, puis tout de suite au féminicide, là. Il y en a pas de... Il y a peut-être pas de coup avant, tu sais. Mm-hmm. Puis là, j'en profite pour te parler d'un podcast que j'ai écouté la semaine dernière pendant que j'écrivais mon cas. C'était vraiment par hasard, comme j'ai même pas j'ai même pas checké le titre du podcast. Puis je me demandais si tu l'avais vu passer. Je sais que tu écoutes Sexe oral depuis peu. Est-ce que tu avais commencé par le début, par la fin? Je vais au hasard un peu. OK, en checkant les titres. J'ai comme les 3 premiers, puis après ça, je suis allée au hasard. Là. Ouais, avec ce qui t'intéresse. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en tabarouette, là. Est-ce que tu as vu, d'ailleurs, le dernier qui vient de sortir, au moment où on enregistre? Non, j'ai pas checké. OK. Puis là, tout le monde, inquiétez-vous pas, là, vous allez comprendre le lien sous peu là, de pourquoi je parle de sexe oral en ce moment. Au moment où on enregistre, là, donc début mars, il y a un épisode qui vient juste de sortir sur la violence conjugale, justement. Parce que oui, tu sais, sexe oral, ils parlent de sexe la majorité du temps, mais ils ont quand même des épisodes de temps à autre avec des intervenants intéressants là, et pertinents, mettons. Puis je sais que c'est vraiment pas tous leurs épisodes qui sont de cette pertinence, là, mais si vous en avez un à écouter, là, honnêtement, là, je vous le recommande à 100 000 %. OK. Ouais. Genre, il y a 2 intervenantes qui sont venues dans le podcast. Là, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais il me semble que c'est les 2 copropriétaires d'une maison d'aide pour femmes victimes de violences conjugales et pour femmes et leurs enfants victimes. Bon, si c'est pas les 2 copropriétaires, je m'excuse, là, c'est peut-être seulement 2 collègues qui travaillent dans la même maison. Mais bref, puis là, ils parlent comme de leur vie, de leur travail, des ressources que les gens ont. Ils donnent des conseils. Puis vraiment, là, c'est un épisode ultra méga pertinent. Genre, j'écoutais ça comme sur ma route Montréal-Québec l'autre jour, puis ça m'a genre frappé. Là. Vraiment, c'était intéressant. Ils ont dit des choses que même si j'ai l'impression qu'avec le temps, on en couvre beaucoup, là, des podcasts sur la violence conjugale, puis des cas de couples qui en ont vécu et tout, ils ont dit des choses que je n'avais jamais entendues, là, des commentaires vraiment pertinents, des conseils. Donc, vraiment, là, je vous recommande à tous d'aller l'écouter. OK, merci. Ça m'intéresse. C'était intéressant, pertinent, important. Puis, les 2 intervenantes, ils ont tellement eu les bons mots pour parler de ce problème qui est beaucoup trop fréquent depuis un petit moment. Puis, peu importe si c'est toi qui es dans la situation ou si tu connais quelqu'un qui l'est, que tu es un proche, une amie, un membre de la famille, une collègue de travail, une inconnue dans la rue, puis que tu es témoin de certains signaux, c'est important de savoir, genre, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est notre devoir de citoyen d'être au courant de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, bref, allez l'écouter puis allez vous informer là-dessus. C'est vraiment important, de plus en plus. Mm-hmm. Donc, c'était ma parenthèse. Je retourne maintenant à mon cas d'aujourd'hui. Mais bravo. Plusieurs se questionnent à ce point-ci de l'histoire, à savoir si Malcolm Anders, un homme qui apparaissait à première vue comme un bon père, un bon mari, mais aussi comme un bon citoyen, un homme bien pour sa communauté. Et là, à savoir que Malcolm, il faisait depuis son accident du bénévolat pour une cause venant en aide aux personnes handicapées. Les aidait à retrouver espoir, il les guidait vers les bonnes ressources, vers les mesures financières gouvernementales disponibles pour eux. Il avait même mis en place un groupe d'entraide pour les personnes handicapées appelé Merseyside Inform. Puis il a souvent été vu là-bas en train de donner des conseils aux gens, en train de parler avec d'autres personnes en fauteuil roulant. Donc bref, malgré qu'il avait l'air d'un si bel homme, un bel humain qui s'apitoie pas sur son sort après son accident puis qui décide même de faire comme le bien avec tout ça, mais là, on se demande, genre, est-ce qu'un homme pareil aurait pu en vouloir quand même tellement à sa femme, peut-être la jalouser dans son mode de vie, mais genre assez pour vouloir lui enlever la vie? Genre, c'est gros quand même. Là. Tout le monde est capable de tuer, là, même s'il est en fauteuil roulant. Ouais. Mais ça peut aussi... Il peut avoir de l'air plus inoffensif aussi, là. D'un œil extérieur, ça peut être plus surprenant. Il amène tellement le bien comme autour de lui, sur une façade comme extérieure, en public, que vraiment, on pourrait pas croire ça, mais est-ce que ça se peut, tu sais? Mais tu sais,
Ça me fait penser à mon épisode de Lobster Boy, là. Il faisait de la violence conjugale à fond, puis il était pas capable de marcher, mais il était capable d'être très violent avec sa famille. C'est vrai. Hey, mon Dieu, t'as ramené quelque chose C'est un vieux épisode. d'un trou là, dans ma tête. J'ai full aimé cet épisode-là, en plus. Ça fait longtemps, là. C'était dans nos débuts. Oui, avec notre son de merde. Bref, c'est gros quand même, puis surtout aussi comme dans l'état où il était, tu sais, en chaise roulante, quasiment paralysé de tout son bas du corps. Mais tu sais, si c'est pas lui, genre, ce serait qui? C'est bien rare là, qu'il y a des choses comme ça qui arrivent puis que c'est un total inconnu dans une maison, là, tu sais. Puis il est en vie, lui, tu sais. Fait que ce serait qui? C'est en fin d'après-midi que les policiers vont se rendre sur Kent Road après avoir reçu un appel assez troublant d'un jeune homme cette journée-là. Directement en arrivant sur les lieux, les policiers vont être surpris de voir une voiture devant l'entrée. Le premier petit questionnement de policier, si le responsable y est bel et bien un inconnu, comme Neil Anders l'aurait rapidement mentionné dans son appel là, aux urgences, ben il devait clairement être connu de la famille. Genre, le char est là. Donc, la famille était là. C'est pas le char de la famille ou du fils, genre? Oui. C'est le char de la famille ou du fils. Ce que je veux dire, c'est que les gens étaient dans la maison quand le whatever inconnu ou cambrioleur est rentré. Quel cambrioleur entre dans une maison où il y a un char puis il y a de la vie à l'intérieur? OK, c'est ça, je comprends, excuse, oui. Fait que là, en se disant, OK, ça, c'est un char, il est dans l'entrée, clairement... Ça l'indique que la famille était là. Oui, est habitée, oui. Donc, si c'est un inconnu, comme Neil Anders, il dit au téléphone rapidement, là, comme il dit pas grand-chose, mais il est genre, ouais, il y a un inconnu qui serait rentré, blablabla. Ben, si c'est le cas, pourquoi... Tu sais, il devait se connaître, là. Oui. Parce que c'est ça. Ou il est complètement courageux et peur de rien, le gars. Oui, genre, le cambrioleur est venu en char. Oui, c'est ça. Il s'est parqué dans l'entrée. En plein jour. Les policiers vont d'ailleurs remarquer dès le début qu'aucune trace d'entrée par effraction n'est visible. Donc, dès qu'ils entrent dans la maison, ils sont capables de voir que, bon, il n'y a pas de fenêtre cassée, il n'y a pas de serrure forcée, comme on a l'habitude de voir. Définitivement, quelqu'un de connu des victimes. En entrant sur les lieux, dans le couloir où étaient étendus Malcolm et son fils, puis dans la cuisine où était le corps inerte de Linda, les policiers ont tout de suite eu un drôle de feeling. Sans aller tout de suite dans tous les détails apparents qui laissaient les policiers en questionnement, ils vont tout d'abord se concentrer sur le seul survivant. On veut un témoignage, genre qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais es-tu correct? C'est ça. J'y arrive. On veut comprendre. Il est à terre, puis il a son fils avec lui, c'est son fils qui a fait l'appel. Là, OK, genre, il y a plein d'affaires qui nous semblent louches, mais genre, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose à faire, c'est Malcolm, allô, tu peux parler, t'es vivant, qu'est-ce qui s'est passé? Même si dès l'instant où les policiers ont pris connaissance de la scène de crime, leurs soupçons reposaient sur le mari, on voulait quand même savoir ce qu'il avait à dire. T'sais. Il fallait commencer par sécuriser le périmètre, récolter les preuves, ramasser les témoignages des deux qui étaient là, du fils et du père. Mais, déjà là, quand tu arrives sur les lieux puis tu vois le mari qui est en vie puis la femme qui est morte, ton cerveau va directement à un endroit. T'sais. Malheureusement. Malheureusement. Malcolm commence par dire aux policiers qu'il était pas là, il était parti toute l'après-midi à la bibliothèque cet après-midi-là en voiture. Puis là, panique pas, il pouvait conduire, ça a l'air. Genre, c'était pas une paralysie complète, puis il y avait peut-être, là, j'en sais pas plus là-dessus, mais il y avait peut-être comme des fonctions sur son automobile qui permettaient de conduire. Mais il dit qu'il a passé l'après-midi à la bibliothèque, puis que c'est vraiment genre quand il serait revenu le soir, ben comme en fin d'après-midi, qu'il aurait comme crié, tu sais, Linda, qu'est-ce qui se passe, blablabla, que là, il aurait constaté que sa femme, elle répondait pas. Puis c'est en avançant vers la cuisine qu'il aurait rapidement constaté qu'elle était là, couchée sur le sol. Puis du premier coup d'œil, elle semblait morte. Genre, il a vu le couteau dans sa gorge, puis la panique est embarquée. En voulant justement aller vers elle, il se serait fait pousser par derrière par un homme qui était encore dans la maison, qui serait passé par en arrière de lui, qui l'aurait jeté au sol. Et là, malheureusement, à cause de son handicap, à cause du choc, non seulement genre physique, mais aussi de voir sa femme probablement morte devant lui, il aurait été comme incapable de se lever, genre incapable de rentrer, il était tétanisé. Donc, on parle ici d'un intrus, genre d'un intruder, genre d'un... Ouais.
un homme probablement qui serait rentré, un inconnu, pour potentiellement faire un cambriolage, tu sais. Et là, tu sais, on voit autour, bon, il y a des affaires un peu partout, des vêtements par terre, de la vaisselle saccagée. Bon, là, il a l'air de dire que c'est clairement un cambriolage qui aurait mal viré. Un classique. Oui, classique hypothèse souvent et rapidement rayée, là. Mais là, peut-être que c'est ça, mais... Oui, on sait pas. Il décrit même son agresseur. Il dit que même s'il s'est fait pousser par l'arrière, il a quand même eu le temps de le voir comme quitter la maison. Il va le décrire comme, bon, c'est un homme, 100%, assez grand, au visage mince, genre creux, les joues creuses, les cheveux courts, puis il a remarqué que sa barbe était fraîchement rasée. Il décrit tout ça, là. OK, ouais. Direct. C'est précis. Là, à ce moment-là, bon, on a le premier témoignage d'une victime qui est par terre, qui semble comme conscient maintenant. Il n'a pas été capable de se lever tout seul, mais il va bien. Et son fils qui est là à côté, qui dit que quand il est rentré, il a vu son père à terre, tout ça. Donc là, on les amène en salle interrogatoire. C'est le début de l'enquête. Ouais. Parce qu'on veut creuser plus loin que ça. C'est bizarre, là, que si un cambriolage tourne mal, pourquoi es-tu juste une des deux personnes? Ouais. Puis que l'autre t'a clairement vu, tu sais. Fait que si tu veux éliminer les témoins, normalement, tu tues les deux, là. Exact. Ah. Les policiers sont pas dupes, là. Ouais, c'est Ils ça. se posent déjà des questions. Hein. J'allais le dire. Ils ne sont pas dupes. Donc, on se questionne premièrement à savoir si le mari est impliqué d'une quelconque façon, obviously, et si c'était même pas peut-être lui le responsable de tout ça. Comment un homme en chaise roulante aurait pu tuer sa femme de façon aussi violente et qui demande autant de force? T'sais, elle a quand même un couteau dans le cou, elle avait des marques partout, je vous l'ai dit, sur la tête, sur le visage, sur les bras. Comment est-ce possible? Peut-être aussi même trimballer un corps. T'sais, dans tous les cas, il faut être capable de marcher, là, bouger un corps. Ouais. Comment est-ce possible? Je suis donc rendue au moment pivot de mon histoire, Juju. Mais avant de me lancer, je veux savoir qu'est-ce que t'en penses jusqu'à ce point-ci de l'aventure. Ben là, tu me dis de rester sur mes gardes, là, tu sais. Mais je me dis que peut-être qu'il a engagé quelqu'un pour faire la job, là. Ouais. S'il n'est pas capable lui-même, il n'a pas la force, il n'a pas les capacités, ben il peut bien payer quelqu'un d'autre puis dire « pousse-moi après en bas de mon fauteuil. » Ouais, puis genre stager tout ça. Eh bien, quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'en revenais pas, tout simplement. Et là, peut-être que certains d'entre vous qui écoutez l'épisode allez peut-être vous en douter si vous avez bien lu le titre de mon épisode, mais même là, c'est caché un peu. Okay? Mais là, c'est pas juste, moi, je sais pas le titre. Connais-tu juste ces termes? Hystérie, hypocondrie, syndrome de Munchausen? Oh non! Est-ce que ça te dit quelque chose, ces trois mots? Ouais. Je vais t'en lire la définition. Ben là, OK. Bon. Définition toute simple que j'ai prise sur Wikipédia, mais juste pour faire une petite pente ascendante à tout ça. Hystérie désigne une névrose dans laquelle le conflit psychique peut s'exprimer par des symptômes physiques d'ordre fonctionnel ou psychologiques, comme des crises émotionnelles, des phobies, etc. Hypocondrie ou trouble hypocondriaque est un trouble de la santé mentale caractérisé par une peur et anxiété excessive et bouleversante concernant la santé et le bon fonctionnement du corps. Une inquiétude obsessionnelle amène l'hypocondriaque à interpréter la moindre observation comme le signe d'une maladie grave. Syndrome de Munchausen, également appelé pathomimie ou trouble factice, est un terme désignant une pathologie psychologique caractérisée par un besoin de simuler une maladie ou un traumatisme dans le but d'attirer l'attention ou la compassion. C'est comme la mère de Gypsy Rose. Il s'agit de la forme la plus grave des troubles factices associés à un pronostic très favorable à long terme, comme la mère de Gypsy Rose. Mais maintenant, si je te dis plutôt trouble de perversion narcissique, psychopathie,
Parce que, OK, ce qui peut avoir l'air effectivement de commencer par un réel trouble associé directement au choc de son accident, là, comme les 3 premiers que je vous ai mentionnés, mettons, c'est peut-être transformé en le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité, avec plus aucun retour en arrière possible. Oh my God, il fakeait. Et vous verrez que justement, c'est cette deuxième option qui est apparue assez rapidement dans l'équation, laissez-moi vous le dire. Mais... Je vais te laisser le temps de t'en remettre, là, mais oui, ma chère, tout ça était un scam. C'était un numéro. Mais j'ai plein de questions, évidemment. J'espère que tu vas pouvoir y répondre du mieux de tes capacités. J'espère Mais comment, aussi. tu sais, pour avoir un diagnostic là, de perte d'usage de tes jambes, il faut que tu ailles au médecin. Mm-hmm. Tu es en réhabilitation, tu as un physio qui te masse les jambes, je sais pas trop, là. Tu vas voir. Hey! Oh là 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 là! Il va vivre dans ce mensonge pendant près de 12 ans. 12 ans! Avant le meurtre de sa femme. 12 ans que c'est arrivé ce fameux accident-là. Mentant à ses collègues de travail, ses voisins, ses amis, mais même à sa propre famille. Ben oui. Sa femme, ses enfants. Puis c'est de la fraude, là, parce qu'il y a une allocation et tout. C'est de la fraude. Hey! Et là, tiens-toi bien. Comment savons-nous tout ça? Eh bien, c'est au courant de l'enquête, quand on s'est intéressé davantage à l'handicap de Malcolm Enders, survenu en janvier 1988, qu'un gros morceau est sorti de tout ça. L'enquête, qui honnêtement, là, genre on va leur donner, là, ça a été très bien faite selon moi. Là. Bravo! Genre un gros props, là, parce que ça arrive pas souvent dans les histoires qu'on raconte, mais l'enquête a été top-notch, là, selon moi, et elle a été menée par la sergente détective Julianne Wallace-Jones. Yeah, bravo, Julianne! Good job! Une femme en charge de l'enquête. En retournant fouiller avec l'entreprise automobile pour laquelle il travaillait, Julianne va trouver que peu de temps après l'accident, Malcolm aurait entamé une poursuite pour dommages et intérêts contre la compagnie Ford. On ne sait pas pour combien, mais sans doute pour beaucoup de money. C'est quand même une grosse compagnie. Puis, ça se peut. Là, genre... À cause de son accident, mettons? Oui, à cause de son accident. Là. Genre, il y a beaucoup de monde qui peuvent se permettre de faire ça, mettons. Mm-hmm. Par contre, on apprend rapidement, en contactant l'entreprise, que la poursuite a rapidement été abandonnée par celui qui l'a faite. Et là, pourquoi? On se demande qu'aurait pas ça avec tout ça. Là, Julianne est comme, comment ça, la poursuite elle a été abandonnée peu de temps après qu'elle ait été entamée? Ouais. Il s'est-tu rendu compte qu'il n'y avait pas de preuves ou qu'il n'y avait pas assez d'argent pour... Ils se sont entendus à l'amiable. Oui, c'est ça. Il y a plein d'affaires, mais elle s'intéresse. Là, elle est comme, OK, c'est louche. Eh bien, Ford, en 1991, pas longtemps après que la poursuite a été entamée, se faisant poursuivre, ils vont engager une compagnie de détectives privés associée à leur compagnie d'assurance Zurich Insurance Company pour fouiller un peu notre cher Malcolm et tenter de trouver quelque chose en le suivant un peu qui pourrait faire stopper la poursuite. Ils veulent pas se laisser avoir par ça parce que peut-être qu'il y avait réellement comme des torts dans la situation, mais il était comme non, le genre, il ne va pas nous poursuivre. Enquêter sur lui, je veux savoir comme... Parce que j'ai des doutes de penser qu'il... Il veut nous scammer, mettons. Il veut nous scammer. Ouais. Genre qu'il n'est pas blessé pour vrai, là. Qu'il fait un peu n'importe quoi. C'est quand même bright. Puis on leur doute, tu sais. On le voit à ce moment-là. Julianne va d'abord diriger son attention sur la compagnie d'assurance en question. Ses espoirs vont rapidement partir au vent quand ils lui répondent que tous les dossiers liés à cette affaire ont été détruits, comme ça remonte à plus de 7 ans. Ouais. Puis là, OK, là, genre, c'est quand même fair, là, je veux dire. C'est pas un gros enjeu, là. C'est pas un meurtre, là. C'est juste une poursuite de blessures de travail qui a été annulée. Ouais. Mais Julianne, à ce point-ci, elle veut essayer de prouver quelque chose. Elle est comme, il y a de quoi de louche avec ce gars-là, puis ça fait beaucoup plus longtemps qu'on le pense, tu sais. Ouais. Donc, Julianne, elle l'abandonne pas. Elle creuse encore plus loin. Peut-être si elle était capable de trouver la compagnie de détectives privés affiliée à la compagnie d'assurance qui aurait couvert le dossier de Malcolm Enders. Peut-être que cette compagnie-là
pourrait l'aider, tu sais. Parce que la compagnie d'assurance, OK, ils se débarrassent des papiers fine, mais une compagnie de détective privée, peut-être qu'ils gardent les papiers plus longtemps. Oui, et puis ils ont enquêté, fait que peut-être qu'ils se rappellent des affaires. C'est ça. Ça fait juste 12 ans. Tu sais, peut-être qu'ils s'en rappellent. Elle va réussir à trouver que la compagnie en question était une firme de détectives privés de Manchester. Bingo. Peut-être parce que c'est des détectives, comme on dit, ou whatever, mais le travail qu'ils avaient fait, quant à eux, sur Malcolm, avait été conservé. Yay! Une cassette vidéo regroupant des moments clés de l'histoire. Donc, probablement que les détectives y ont suivi Malcolm quelque temps, l'ont filmé un peu, ont envoyé ça à la compagnie Ford. Ford a peut-être, bon, je sais pas, là, je veux pas m'embarquer là-dedans, mais blackmail peut-être Malcolm pour dire, si tu t'abandonnes pas ta poursuite, nous, on a ces preuves-là contre toi. Clairement, on gagne, fait que t'es mieux d'arrêter tout de suite. Exactement. Je sais pas comment ça s'est fait. Je vais vous décrire ce que l'on retrouve sur l'enregistrement vidéo. Il est pas en train de gambader, genre? Ce serait tellement beau. Malcolm, post-accident, ça vient juste d'arriver, là, v'là pas si longtemps. Marche seul vers sa voiture avec ses 2 cannes sous le bras. Alors! Il ne les utilise pas pour s'aider avec quoi que ce soit. Il regarde autour de lui de temps en temps comme pour s'assurer que personne le regarde. Il ouvre sa porte arrière de voiture, lance les cannes. Quelqu'un s'approche au loin et là, on voit que Malcolm commence soudainement à changer. Son attitude change. Là, soudainement, il s'accroche un peu à sa porte, il la ferme, il a de la difficulté à se rendre juste à son siège, là, genre de conducteur. Et là, il s'appuie sur le toit, genre... et là, il finit par s'asseoir. Il est tout seul, là. Il y a juste quelqu'un au loin. La cassette roule encore. On est maintenant à un autre moment. Même jour, là, pas longtemps après. Malcolm arrive à l'hôpital. Il y avait fort probablement un rendez-vous de consultation pour son nouvel handicap. T'sais. Il allait à l'hôpital. Il y avait quand même des papiers d'hôpitaux. T'sais. Soudainement, il est dans le stationnement public. Puis là, il y a beaucoup de monde. T'sais. C'est un hôpital, of course. Donc là, il est direct dans son personnage. Il sort du char. Là, il sort tout de suite ses cannes. Là, il se rend vers le coffre de sa voiture. Il demande à un passant de l'aider parce que sa chaise roulante est dans son coffre. Puis là, il sera pas capable de marcher avec ses cannes. Là. C'est trop. Là. Franchement. Genre, what the fuck? Juliane puis les autres policiers qui regardent le contenu de cette maudite cassette vidéo-là vont dire que c'était une performance digne d'un Oscar. Genre, quel acteur! Puis c'était filmé, là, Hey, là, sans mais qu'il le sache. C'est fou comment il s'est donné, pareil, là, pendant 12 ans. 12 ans à honnêtement, à se pourrir la vie, là. Ben oui, puis c'est pas comme s'il croyait pour vrai. T'sais, Non. Genre, parce que des fois, il marchait tout bonnement. Fait qu'il savait qu'il faisait semblant. C'est pas son esprit qui jouait des tours, tu sais. Mm-hmm. Puis Ça vous verrez montre dans la qu'il- conclusion de ouais. tout ça que c'est Il est mal intentionné. très là. frustrant. Ouais. On ne sait malheureusement pas pourquoi rien n'aura été su après cette fameuse enquête privée. Mais comme on l'a dit, peut-être que l'abandon de la poursuite est vraiment resté comme entre Malcolm et la compagnie, que c'est resté comme à l'interne. Là. Bref, qui sait? Mais donc, cette preuve-là que Juliane vient de découvrir, comme quoi Malcolm fait semblant d'avoir un handicap depuis toutes ces années, là, depuis 12 ans, peut donc suggérer qu'il lui était 100% possible de tuer sa femme. Ben oui. Qu'il avait les capacités physiques nécessaires, du moins, pour commettre un meurtre. Et donc là, l'enquête prend une accélération. Là. Ben oui, là, c'est comme drapeau rouge après drapeau rouge. Hey, imagine, mettons, le saut qu'elle a dû faire quand il a commencé juste à marcher, puis elle est sautée dessus. Là, genre, elle devait être genre... oh mon Dieu, what? il me ment depuis tout ce temps. Hey, les dernières secondes de sa vie devaient être tragiques, là, terrifiantes. Pauvre elle. Ben là, j'assume que c'est lui, là, mais... Ouais, rendu là, c'est comme... Ben là, en tout cas, on sait qu'il n'est pas handicapé, mettons. Peu de temps après, toujours durant l'enquête, on va trouver la preuve comme quoi des médecins spécialistes l'avaient examiné à l'époque, en 1988, 89, 90, 91. Là. Spécialiste de quoi, man? Ouais. Non, attends, c'est ça.
il l'avait examiné, puis il lui avait dit à Malcolm qu'il n'y avait aucune raison physique apparente à son handicap, OK, que je retire tout mes était paroles. dans sa tête. OK, je retire mes paroles. Mais là... Encore une fois, personne n'a checké ces papiers-là, genre. En même temps, les médecins qui disent ça, ils vont pas après ça aller te voir dans ta vie personnelle puis dire « Comment ça, t'es en chaise roulante, toi? Je t'avais dit que t'avais pas besoin d'une chaise roulante, tu sais. Non, c'est ça. Mais bon. Les experts médicaux vont déclarer même que leur client avait bel et bien besoin d'un suivi, là, d'un traitement, mais sur la base de l'hystérie, l'hypocondrie et un potentiel syndrome de Munchausen. Donc, ils l'ont suivi un peu dans les débuts parce qu'ils voyaient très bien que physiquement, il allait très bien, mais que c'était dans sa tête qu'il y a quelque chose qui clochait. Mais ça a été vite arrêté. T'sais, il a arrêté d'avoir des suivis, il y avait sa chaise roulante, ses affaires, tout le kit, personne ne posait de questions. Il a juste arrêté d'aller les voir. Il leur disait pas... il lui disait pas ce qu'il voulait entendre. Là. Non. Puis, I guess, tu peux pas l'obliger à avoir un suivi psychologique après ça. Là. Je veux dire, chaque être humain est genre libre de faire ce qu'il veut avec ça. Là. Mais là, mis à part ce huge morceau dans le casse-tête de cette enquête, d'autres preuves vont être recueillies et bonnes à amener en procès. Je vais vous résumer tout ça à l'instant. On se rappelle qu'à l'arrivée des policiers, il y avait premièrement aucune trace d'entrée par effraction. Il y avait un char dans le cour, il y avait comme toutes les raisons portées à croire que le criminel connaissait la victime. Et là, je parle de Linda Henders et non de Malcolm. Je le vois plus comme une victime à ce point-ci de l'histoire, vous devez le comprendre. Ouais. Mais aussi, ce que les policiers ont vite remarqué, c'est que Linda Henders était dans un état là, hors de ce monde. La violence qu'elle avait eue, ça ne pouvait juste pas être faite par un simple inconnu. Genre, c'est du jamais vu. Là. Ça avait l'air personnel. La rage était trop grande. Puis, finalement aussi, à écouter Malcolm parler, puis le fait qu'il y avait autant de choses à dire, autant rapidement, sur les lieux, c'est comme s'il était déjà trop sur la défensive. Ouais. Tout ça leur paraissait louche. Les policiers vont tout de suite récolter des preuves potentielles. Ils ont trouvé des empreintes digitales, des traces de souliers au sol, des fibres de cheveux, de l'ADN. On peut remarquer également que dans un cas où la victime serait poignardée à autant de reprises que Linda, parce qu'elle était vraiment dévisagée et tout, ben, il y aurait du sang à la grandeur. Sauf que dans le cas de Linda Henders, il n'y a pas du sang à la grandeur. Il a tout lavé. Tout a l'air d'avoir été nettoyé. Et ça, les policiers comprennent pas. Parce que là, ils la voient, les autres, direct en rentrant. Elle a des coups à la tête, au visage, elle a un couteau dans le cou. Puis il n'y a pas vraiment de sang autour d'elle. Genre, il n'y a pas d'éclaboussures sur les murs, il n'y a pas... Fait que ça, là, c'est direct un red flag fois 1000, là, dans la tête des policiers. Ben oui. Mais bon, je vous l'ai pas dit tantôt, là, je vous le dis là. Lorsqu'ils vont faire des tests pour trouver justement des traces de sang quelque part, ils vont vite confirmer que la scène de crime a bel et bien été nettoyée après le meurtre. Parce que, selon les forensic evidence, là, le travail que fait Dexter, les coups qu'elle a reçus auraient dû éclabousser sur le frigo, sur les armoires autour. Il aurait dû en avoir bien plus par terre. Et là, aucune trace. Là. Aucune trace. Ça veut dire qu'il y a eu du gros nettoyant fort direct après sur ces endroits-là. Aucune trace. Puis aussi, ben, quand on nettoie une scène de crime, c'est souvent parce que tout a été planifié d'avance. Ouais. Tu fais pas juste arriver, faire un crime spontané, puis là, tu trouves des produits ménagers, puis les éléments essentiels pour, genre, faire le crime parfait. Là. C'est pas de même que ça fonctionne. Là. Faut que ça soit moindrement planifié d'avance. T'as été acheter ton nettoyant, ton eau de javel, tes sacs poubelles, tes guenilles, puis tout le kit, là, tu sais. En tout cas. En plus, pour être un présumé cambriolage, parce que c'est ce que Malcolm il dit tout de suite, puis tu sais, c'est ce que son fils a eu l'air de dire dans l'appel 911, là. Ben, c'est pas l'appel 911, mais l'appel aux urgences, ben, les policiers vont vite se rendre compte que malgré le fait que tout est comme un peu saccagé, qu'il y a des vêtements partout, des affaires, des vaisselles cassées, tout ça, il n'y a pas grand-chose qui a l'air d'avoir été volé. Genre, tous les biens qui sont normalement volés dans un cambriolage sont là. Puis même que, juste à côté du corps de Linda,
Dans la cuisine, dans la même pièce, il y avait sa petite sacoche. Puis dans la sacoche de Linda, il y avait 180 $ cash. Hey, là, je veux pas donner des conseils aux meurtriers, là, mais si vous voulez simuler un cambriolage, là, faut qu'il manque des affaires. Genre, Come on, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Une chance que les au moins criminels sont 180 stupides, là, mais comme... Hey. Ouais, mais là, clairement, c'était pas un cambriolage. Oui. Si tu rentres, tu finis par faire un crime autant violent puis t'as rien eu le temps de prendre, là. T'as eu le temps de tout nettoyer T'as eu le temps de tout parfaitement, nettoyer. mais pas de prendre la sacoche, tu sais. C'est ça. Ça fait aucun sens. Linda avait aussi sur elle de nombreux signes de défense. Sur les mains, sur les bras. Ça montre qu'elle a dû quand même se battre, tu sais, puis qu'elle avait un meurtrier assez tenace. On va l'amener en autopsie et se rendre compte assez vite qu'elle aurait été victime de 15 coups de couteau à la tête. À la tête! Perçant son crâne à 14 reprises. Ça veut dire dès le 2e coup, son crâne était percé et la personne continuait. 3 au cou, des marques défensives sur les bras et sur les mains faisant 40 blessures au total. Le meurtrier aurait également laissé le couteau planté dans son cou, un couteau de 11 pouces de long. Puis ça va faire jaser aussi parce que comme le couteau était dans son cou, ben, il y a plusieurs personnes. En fait, les policiers, ce qu'ils vont voir là-dedans, là, ce qu'ils vont pouvoir interpréter, l'arme du crime est sur les lieux. Ça veut dire que dès qu'ils voient le corps ensanglanté, il y a comme un mélange d'émotions là, qui va suivre. Du dégoût, puis tout de suite, ils vont être contents parce qu'il y a une arme du crime. Genre, ils ont quelque chose à travailler. Content pour l'enquête, ça, ils vont beaucoup se dire, genre, c'est quelqu'un qui a pensé à ça. Il a laissé le couteau pour que les policiers, quand ils voient le corps, oui, ils soient dégoûtés, mais ils soient contents. Hein? C'est comme un cadeau que le meurtrier leur aurait laissé, tu sais. L'arme du crime dans la victime. Beaucoup de monde qui vont faire allusion à ça. Comme une scène de crime idéale aux yeux d'un policier, genre? Ouais. Un peu? OK. Genre, ils peuvent pas trouver c'est qui, selon le meurtrier, mais je veux leur laisser un cadeau, genre l'arme du crime. Puis quand ils vont voir la victime, ils vont être comme contents, genre. C'est fucking macabre, mais c'est ça. Ça se pourrait vraiment. C'est comme de la manipulation un peu de quoi. Un couteau de 11 pouces de long, tu sais. Hey. C'est long, là. Dans les semaines qui vont avoir précédé, c'est ça? Ouais, précédé, genre les semaines avant le meurtre, il y aurait eu des lettres qui auraient été envoyées. Parce que Malcolm, là... Il me fait peur, là, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il faisait? Ouais. Malcolm, là, il était probablement jaloux du mode de vie de sa femme. Tu sais, qu'elle avait de plus en plus de liberté, qu'elle sortait avec ses chums de femmes, qu'elle allait à son cours de danse en ligne. Mais il était aussi convaincu qu'elle le trompait, qu'elle avait une affaire avec son professeur de danse en ligne. Pourquoi il était convaincu? C'est parce que Malcolm lui-même aurait reçu 2 lettres qui lui seraient adressées à lui disant à quel point il est imbécile puis il est idiot de ne pas avoir réalisé que Linda la trompe depuis tout ce temps. Des lettres anonymes. Malcolm, il reçoit 2 lettres de même par la poste, là, disant genre, t'es-tu cave, ta blonde te trompe, ta femme te trompe, avec le prof de nanana. Donc, il y aurait ces 2 lettres-là. Puis, tu sais, Malcolm, il veut le dire, j'ai reçu ça, je savais qu'elle me trompait, blablabla. Là, il veut la faire mal paraître. Ouais. Puis, il y aurait même eu une lettre qui aurait été envoyée au prof menaçante, le disant genre, je sais que tu couches avec Linda, nanana. Puis, la discréditant encore plus. Encore une fois, anonyme. Puis même que dans les semaines avant, Malcolm, il va avoir appelé la police pour leur dire ma femme a commis l'adultère, j'ai des preuves, je viens de recevoir des lettres incriminantes par la poste d'un tu sais, anonyme. Genre, mais clairement, tu peux... l'adultère, tu peux être arrêté encore en 2000? Je sais pas. Puis je sais pas, en Angleterre, peut-être. Ouais. Mais il aurait essayé quelque chose. Ça l'aurait mené à rien. Mais comme dans les semaines avant, il y aurait eu ça. Il y a trop de temps libre, là. Ouais, il y a trop de temps libre. Vraiment. Enlevez-y son allocation. Il fait à semblant là, d'être en chaise roulante à la maison pendant que sa femme a commencé à vivre sa vie. Là. Puis qu'elle est comme là, je vais commencer à sortir parce que j'ai plus aucun plaisir à la maison. Puis c'est pas vrai que je vais rester m'apitoyer sur mon sort comme toi. Là. Fait que bref. Sauf que là,
les policiers vont récolter ces dites lettres. Puis, même si le meurtrier, et là, regarde, c'est assez clair, même si la personne qui a écrit ces lettres-là s'est assurée de bien faire les choses, eh bien, peut-être par un mini manque d'attention, va avoir liché un des timbres. Un seul des timbres des 3 lettres aura été liché. Un réflexe. Un réflexe sur un seul timbre. Et quel ADN ça contenait? Celle de Malcolm. Malcolm, le Malcolm-mode. Oh my God! Mais ça, là, c'est genre la goutte qui fait déborder le vase, là. Ça veut dire que Malcolm s'est envoyé des lettres à lui-même. Aussi, il y a un élément qui va faire que, dans ce que va dire Malcolm dans ses témoignages, dans la salle interrogatoire, tout ça, qui va prouver que... qui va être assez gros pour la sergente en chef, là, la détective en chef, là, Juliane. C'est qu'à un certain moment, quand il va décrire l'agresseur, puis d'ailleurs, elle va dire plus tard dans le procès, genre, il décrivait bien trop en détail, là, pour quelqu'un qui est sous le choc puis qui se fait pousser par derrière, qui disent que sa barbe était rasée, là, genre... Tu sais, c'était bien trop de détails. Mais elle va dire aussi qu'à un certain moment, Malcolm, il va dire que, genre, ils vont lui poser des questions. Est-ce qu'il y avait tel bot? Est-ce qu'il y en a? Parce qu'ils veulent comme essayer de matcher ça avec des trucs qu'ils ont trouvés. Puis, tu sais, sur les lieux, là, pour l'instant, ils ont juste trouvé l'ADN de Malcolm, de son fils et de Linda. Juste la famille. Curieux s'il y a plein de blessures défensives, tu sais. C'est ça. Fait que là, on essaie de comme comprendre, tu sais. Fait que là, ils vont lui demander, bon, y avait-tu des gants, le meurtrier? Et Malcolm va dire, non, il n'y avait pas de gants. Mais sans penser qu'en disant ça, ça mettait encore moins de sens à tout ça. Ouais, là. ça l'aide pas. Ça l'aide pas parce que là, tu viens de dire que le meurtrier avait pas de gants. Il aurait forcément laissé une empreinte quelque part. Sur le couteau, là. Sur le couteau. Qu'il a laissé dans le cou de la victime, là. Ouais. Ah, il se trouve bon, mais il est pas bon, là. Uh-huh. On va aussi dire que, premièrement, quand un cambrioleur cambriole une maison, il y a souvent comme un outil pour l'aider à, genre, entrer par effraction. Là, il n'y avait pas de traces, OK, bon. Sauf qu'il n'y a rien de tout ça qui a été retrouvé sur les lieux. Là. Pas de tournevis, de forceur, de porte, de whatever, rien. Là. Mm-hmm. Rien. Le seul arme qu'on a trouvé, c'est le couteau qui était dans le cou de Linda, et c'était un couteau qui appartenait à la famille. C'était un couteau qui venait de la scène de crime. Oui. Qui s'en va voler avec rien, puis il décide de tuer une seule des 2 personnes dans la maison en trouvant un couteau dans le tiroir de la cuisine. Uh-huh. Hey, on savait pas d'allure. Arrêtez-moi ça, là. Puis, en plus de tout ça, ils vont regarder le fameux couteau en question, puis remarquer que sur le manche du couteau, il y avait comme des rivets, genre des points en métal. Mm-hmm. Puis, c'était le seul couteau de toute leur gamme de couteaux à la maison qui avait des rivets. Puis, ils vont analyser, ils vont demander en fait à Malcolm, est-ce qu'on peut voir tes mains par hasard? Puis Malcolm, là, je ne l'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, mais il n'y avait aucune blessure. Aucune. C'est ça, parce qu'au début, je me demandais, j'étais comme... Non, il n'y avait aucune blessure, sauf qu'en checkant le fameux couteau, puis en ayant l'hypothèse que les rivets, blabla, ils ont demandé à checker ses mains, et il y avait les traces de rivets exactement au même endroit que le manche de couteau, avec la même distance entre les points. Voyons! Ça veut dire qu'il a tenu le couteau tellement fort que ça l'a fait des empreintes, genre des ronds de rivets dans sa main. Hey! OK, mais tout est là, là. Tout est là. Ensuite, il y a aussi le fait que c'était complètement overkill. Mm-hmm. Ça, clairement, ça montre que... C'est de l'acharnement, c'est de la vengeance. Ouais. Ensuite, une autre affaire qu'on a, c'est que, tu sais, on se rappelle de son alibi, là, qui disait qu'il avait été à la bibliothèque toute l'après-midi, puis qu'il était comme arrivé au moment, blablabla. Cette journée-là, la journée du meurtre, il mouillait dehors, à Sio. Il mouillait des cordes. C'était détrempé. Et les policiers vont prendre le temps d'aller regarder en dessous de la voiture de Malcolm. Et c'était complètement sec. Ce qui signifie que la voiture n'a pas bougé cette journée-là. Hey, Elle n'a pas bougé. Ils sont intelligents, là. C'est satisfaisant. C'est ça, une enquête de même, là. C'est ça. Puis, tu sais, lui, qui s'attendait probablement à faire le meurtre parfait, là, en lavant les affaires après, puis en stageant un cambriolage, puis en se couchant à terre.
pourquoi tu laves toute la scène si tu stages un cambriolage aussi? Là? Tu sais, ça n'a pas de sens, là, son affaire. Ça n'a pas de chance. Ça n'a pas de sens. C'est mal fait, mal fait, mal fait. Ensuite, un dernier élément qu'ils vont vouloir amener en cours, c'est que quelques jours plus tard, seulement 9 jours plus tard, le 28 décembre de la même année, donc de 2000, Malcolm, il va avoir été emmené dans un logement avec des services sociaux adaptés là, pour les personnes comme lui, là, en chaise roulante, pendant la procédure, pendant les recherches, pendant l'enquête, tout ça. Parce qu'il va être automatiquement retiré de la maison, mais il peut pas aller n'importe où, lui. Non, il faut que ça soit adapté, là, ouais. C'est ça. Et pendant qu'il séjournait, seulement 9 jours après le meurtre, il va être retrouvé dans sa chambre, semi-conscient, après avoir pris une dose importante de comprimés. Il va avoir à côté de lui 5 lettres qui sont sur la table de chevet, expliquant qu'il s'enlève la vie parce qu'il n'est pas capable de se remettre du meurtre de sa femme. 5 lettres qui disent à quel point, genre, il est triste, il est en peine, il ne sait plus comment vivre sa vie maintenant. Mais il avoue pas, là. Il avoue pas. Mm. Puis, on va être capable de prouver par après que dans sa condition, il y avait tant de personnes qui venaient à telle heure. Tu sais, c'était très, très, très précis dans ce centre-là. Puis qu'au moment où il a été retrouvé, ça faisait genre pas assez de temps qu'il avait pris les comprimés. Fait qu'il avait probablement fait par exprès de prendre les comprimés à un certain temps pour qu'il soit trouvé avant de mourir. Donc, il ne sera pas mort. T'sais. OK. C'était une genre de fausse tentative de suicide. C'est ça qu'on va être capable de checker. Parce qu'à l'heure qu'il a pris les pilules, il y a quelqu'un qui s'en venait peut-être dans 2 minutes. Tu comprends? Puis il le savait très bien. Ouais. Fait que, encore là, genre, c'est une autre affaire qu'on va mettre. Genre, mais ce gars est psycho, là. Psycho. Hey, mon Dieu Seigneur. Il se complique la vie, là. Ça n'a pas de bon sens. Il se complique tellement la vie. Le gouvernement le payait, là, tout ce temps-là. De l'argent pour sa chaise roulante, pour ses soins et plus encore. Pendant que lui, il allait super bien, là. On parle ici d'une couple de centaines de milliers de dollars dans les taxes des autres citoyens pour sa fausse condition. Une fraude, là, complètement, là. Il y a quelqu'un dans un documentaire là, que j'ai écouté, un certain Mike Berry, qui va dire qu'il y avait beaucoup plus d'avantages pour lui d'être déclaré invalide et payé de cette façon-là que s'il avait genre demandé du chômage ou n'importe quelle autre allocation. Là. C'est dans le fond l'allocation, comme il dit, qui lui permettait de recevoir le plus d'argent. Là. Puis ça, il le savait sûrement. Oui, il avait genre fait ses recherches, comment avoir de l'argent sans travailler pour. Genre. Et en plus, ça, c'est sans compter la sympathie qu'il recevait de tout le monde. Tu sais, il faisait du bénévolat, il allait dans des maisons de charité, il aidait le monde. Genre, il leur donnait des conseils. Il leur donnait-tu des conseils comment frauder le gouvernement puis d'avoir le plus d'argent possible? Là? Ça, c'est une autre histoire, là. On sait pas. Ça va jamais être prouvé, d'ailleurs. Là. C'est tellement méchant, là. Mais tout ça, ça le faisait sentir super bien, là. Tout le bénévolat qu'il faisait, tout ça, genre, c'est dégueulasse. Ce que les proches de Linda pensent, c'est qu'elle prévoyait lui demander le divorce. Elle voulait le quitter parce que ça l'allait plus du tout sa vie. Puis, tu sais, elle faisait de plus en plus de choses pour elle. Elle allait dans ses cours, elle sortait de la maison, elle s'était trouvé une job. Puis pour quelqu'un qui n'a pas travaillé de toute sa vie, se trouver une job, ça montre que là, genre, bon, elle veut tout mettre les chances de son bord pour y arriver toute seule. Oui. Hey, clairement, il a faké son handicap pour essayer de la garder avec lui, là. De l'emprisonner dans la maison avec lui, là. Mm-hmm. Tu sais, l'affaire de genre... Si t'es pas avec moi, tu seras pas avec personne d'autre. Là. Ben oui. Puis elle se sentait mal, elle voulait pas le laisser parce qu'elle est comme là, c'est pas de sa faute, je suis une mauvaise femme si je laisse mon mari parce qu'il a vécu un accident. Tu sais. C'est de la manipulation émotionnelle. Mais là, à un moment donné, elle devait être juste plus capable. Puis elle a dit, ben d'abord, prochaine étape, après faker un handicap, ben c'est le meurtre, I guess. Exact. Donc, sans en être capable, elle essayait tranquillement de se trouver des hobbies, des distractions, des amis qui la feraient sortir de la maison. Elle prenait des cours de danse. Elle avait sa petite gang. Linda était clairement plus heureuse avec son mari. Elle était clairement plus heureuse à la maison non plus. Puis, elle essayait tranquillement d'amasser la confiance puis le courage nécessaire pour le quitter. Probablement que ça s'en venait, là. C'est ça l'affaire. Malcolm, il était clairement jaloux de son nouveau train de vie. Il préférait l'avoir à lui seul à la maison quand elle s'occupait de lui.
N'importe quoi pour la rendre complètement misérable. Puis lui aussi, il se rend misérable. C'est là. ça. Il se met dans cette situation tout seul. Là. Il se complique la vie. Ça, c'est ajouté au fait qu'il suspectait vraiment qu'elle avait une liaison avec son jeune prof de danse en ligne, là, on se rappelle, qui a envoyé des fausses lettres, toute la patente. Trop bizarre. Bref, la goutte qui aurait potentiellement fait déborder le vase, puis ça, c'est selon des proches, c'est qu'il aurait peut-être appris que Linda aurait récemment parlé à un consultant, à un notaire, pour demander son mari en divorce. Et là, c'est la goutte qui aurait fait déborder le vase. Il se disait, c'est pas vrai que je vais vivre ça sans toi, c'est pas vrai que je vais me ramasser tout seul, puis probablement que si elle le quitte aussi, ça va éventuellement faire, genre, briser sa petite mascarade là, de faux handicap, parce que tout seul, à un moment donné, il n'aura pas le choix. Là. Il va commencer à marcher, puis il va aller, il va se tanner. Ben genre. oui. Le plaisir, entre guillemets, qu'il y avait, c'était d'avoir sa femme avec lui, d'avoir sa maison, d'avoir le beau jeu pour quelqu'un qui fait du bénévolat, tout ça. Mais là, sans elle, ça va tout faire chier. Ouais, ça C'est vaut ce plus la qu'on peine pense. de faker tout ça. Ouais. Mhm. Ce qu'on pense qu'il aurait fait de A à Z, après avoir planifié son petit plan à cause de toutes ces petites raisons-là, Malcolm aurait saccagé la maison pour créer le look d'un cambriolage. Il aurait ensuite nettoyé le reste de la maison méticuleusement pour effacer toute trace de sang ou d'empreinte de son ADN. Mais tu sais, Il n'a pas réussi. il habite là, puis il n'a pas réussi. Mais en plus d'avoir stagé tout ça, Malcolm va simuler avoir fait une crise cardiaque ou genre une chute de pression ou whatever. Là, il était comme tombé au sol depuis combien de temps? Genre, il s'assurait d'être de même quand son fils allait revenir du travail. Là, il savait sûrement il allait revenir à quelle heure. Fait qu'en plus d'enlever à ses fils leur mère, il va laisser une image dans la tête de son plus jeune fils jusqu'à la fin. Là. Genre, il l'a retrouvé, lui, couché à terre, dans cet état-là. C'est complètement traumatisant. Là. Genre, c'est un vrai psychopathe. Là. Aucune considération pour ses propres enfants, son propre fils, sa femme. Ouais. Il s'en calisse bien raide. Désolée de mon sacre. Sauf que là, c'est clair pour les policiers. Ils ont maintenant tout ce dont ils ont besoin. Malcolm, il était parfaitement capable d'avoir été l'instituteur de l'attaque, de ce meurtre. Son arrestation officielle va se faire quelque part dans les débuts de 2001. Tu sais, c'était arrivé décembre 2000. Ouais. Fait que genre, c'est arrivé pas longtemps après. Quand même rapide, ouais. C'est pour ça que je dis que l'enquête était top-notch. Il sera accusé du meurtre au premier degré de sa femme, Linda Henders. Le procès, lui, commencera quelque part un peu avant l'été de cette même année. C'est pas clair. J'ai trouvé dans aucune source c'était quoi la date de son arrestation. Aucune source c'était quoi la date du début du procès officiel. Aucune source. Ah ouais. Tout ce que je trouvais, c'était comme, OK, en août 2001, le juge a demandé à ce que blablabla, telle affaire. Tu sais, fait que genre, c'est tout des approximatifs, mais j'ai quand même cherché tout ce que je pouvais. Fait on comprend la ligne du temps, là. Ouais. C'est ça. Arrestation début 2001. Avant l'été, le procès a commencé. Malcolm Henders, encore attaché à un fauteuil roulant, va continuer de garder sa version des faits. Il va officiellement comparaître à la cour de la couronne de Liverpool. Son avocat, David Kerr, je ne sais pas si je le dis comme il faut, K-E-R-R, qui a précédemment indiqué qu'Henders plaiderait non coupable, a déclaré qu'il attendait toujours les rapports d'un psychiatre et d'un neurologue, genre pour s'assurer que son client puisse assister au procès. Là, le juge il va accepter de séjourner. Le juge, qui s'appelle David Clark, va accepter que l'on repousse le procès au 31 août 2001. C'est pour ça que je sais à peu près c'est quand il a commencé. Mais il dit que après cette date-là, genre, tu sais, la réponse doit être rendue pour cette date-là. Vous vous en doutez sûrement, mais il va être déclaré sain et apte à subir un procès. OK, je pensais qu'elle a trouvé une autre raison de repousser le procès. Non. Ils ont finalement reçu les tests, puis les médecins étaient comme non, il va super bien. Ses jambes vont bien aussi, genre. Je vais y revenir à ses jambes, là, mais il va super bien. Malcolm Henders, qui était encore une fois toujours assis dans sa chaise roulante pendant le procès, après tout ce qu'il sait, il doit le savoir, là, en tout cas son avocat, il sait là, c'est quoi les arguments du procureur. Là, il les connaît. Là. Fait que pourquoi t'arrives fucking en cours encore assis dans ta chaise roulante? Qu'est-ce que tu fais? Drôle de stratégie, je trouve. Ouais.
Il va plaider non coupable et encore et toujours nier le meurtre de sa femme. Mais l'accusation va miser sur le fait qu'Enders il a pu mentir pendant près de 12 ans à tout le monde sur quelque chose de très grave. Là. Il est très bien capable de mentir sur le fait d'avoir tué sa femme aussi. Ben oui. On va apprendre que même à son meilleur ami, avec qui il allait en trip de pêche seul à seul, un certain Charlie Broadridge, qui va faire partie du procès aussi, là, puis il va dire « C'était mon meilleur ami, là. On allait en trip de boys, juste moi puis lui. Là. J'ai été amie avec avant son accident. Là. Puis jamais je me suis doutée qu'il était pas handicapé pour vrai. Genre, même moi, il m'a complètement berné. Genre. Fait qu'il va être de son côté parce qu'il va dire « Je crois encore qu'il est handicapé. Je crois encore que c'est pas vrai tout ce que vous dites. Il aurait pas pu me mentir à moi. » là. Mais ça peut être utilisé de l'autre côté de genre, il est prêt à tout pour mentir, puis il va jamais lâcher le morceau. Ouais. C'est ça. Le procureur, un certain Charles, et là, je m'excuse, son nom de famille, je ne pourrais pas bien le dire, là. C'est genre Schrutz. C'est genre... Oh boy! Il y a beaucoup de CH, de S et de Z et de C et de Z. Regarde, c'est CHRUSZCZ. Damn. Donc, je m'excuse, le procureur, je vais l'appeler Charles, a déclaré qu'Enders a poignardé sa femme à plusieurs reprises, provoquant la désintégration de son crâne, puis qu'il a déplacé son corps, tenté de nettoyer le sang de la pièce, parce qu'il a dû le déplacer là, pour ça, là, et donné l'impression que la maison avait été saccagée par des cambrioleurs. Quand tout semblait mal tourner, il a changé son histoire. C'était prémédité et il mérite la prison à perpétuité. Parce que oui, au début, quand le meurtre est survenu, il a été arrêté, amené en salle d'interrogatoire pour qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que, of course, c'est le premier suspect, c'est le mari, tout ça. Mais il a été ensuite arrêté une deuxième fois, juste un peu avant, genre la fois officielle, en mai 2001. Donc, l'arrestation officielle a eu lieu quelque part entre mai 2001 et août 2001. Okay. Mais bref, cette fois-là, qui a été arrêté, il a comme essayé de changer sa version. Puis clairement, ça n'a pas fonctionné. Là. Il a essayé de dire que, dans le fond, il n'avait pas été capable de dire la vérité la première fois parce que ça l'incriminait beaucoup. Mais qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y aurait eu une dispute avec sa femme cette journée-là. Puis ça l'aurait vraiment, vraiment dégringolé. Puis la dispute, elle aurait été causée par Linda. Parce que Linda, elle l'aurait un peu cherché, puis elle aurait décidé d'y enlever ses cannes, volontairement, comme pour le mettre un peu en punition. Genre là, je sors à soir, puis je te laisse de même sans tes cannes, sans ta chaise roulante, genre. Puis là, il dit, je me sentais complètement attaquée. Fait que là, j'ai voulu comme riposter, ça l'a dégringolé encore plus. Puis il dit, à ce moment-là, elle était en train de faire la cuisine, fait qu'elle avait un couteau dans ses mains. Mais là... Puis là, elle m'aurait comme menacée avec le couteau. Il dit, j'étais complètement une victime. J'étais sûre qu'elle allait en finir avec moi. C'est ça qui s'est passé pour de vrai. Je me suis défendue. Fait qu'il l'a poignardé 15 fois dans le crâne. Mais comme je te dis, cette nouvelle version ne va pas faire l'unanimité. Pas du tout. Puis au procès, il n'utilise pas cette version-là non plus? Non. Charles, il ramène cette... rétracte... Genre, il est en chaise roulante au procès. Là. Comme il n'y a rien... Je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de faire, mais clairement, ça ne va pas fonctionner. Bull to the shit. De plus, le procureur, le certain Charles, va avancer sur le fait que lors des récentes consultations médicales qu'a subi Malcolm, parce que oui, il a été checké comme... côté psychologique, mais il a aussi été checké physiquement, là, tout ça. Et les résultats sont revenus comme quoi, non seulement il était complètement apte mentalement, complètement apte physiquement, mais qu'il n'y avait aussi aucune preuve de gaspillage musculaire dans ses jambes. C'est ça. Ça veut dire qu'après toutes ces années, il trouvait quand même le moyen de marcher puis d'entraîner ses jambes pour que même si la plupart du temps, visiblement, il soit en chaise roulante, ben que ses jambes, ils deviennent pas mortes, genre, pour autant. Ouais, c'est un truc que j'avais pensé, mais j'ai comme pas eu l'occasion de le dire. Mais tu sais, normalement, quand tu n'utilises pas beaucoup tes jambes, ben ils deviennent maigres, les muscles sont tout atrophiés, ouais. Mais non, il avait pris le temps, genre, de marcher en cachette pour que, justement, ça arrive pas. Mais genre, pendant 12 ans, tu penses à ça. Faut-tu être, genre, complètement disjoncté, là? Pendant 12 ans, tu dois checker à chaque fois que t'es en public, à chaque fois que t'es devant ta femme, tes enfants. Faut être sûr que tu marches pas. Ça veut dire qu'il passait la majorité de son temps, quoi? Genre, assis sur le divan, à demander à tout le monde de
de faire des trucs pour lui. Après ça, il sortait, il se faisait dire comme « Oh, vous êtes gentil, monsieur, de donner autant d'efforts à cette cause, aux personnes handicapées, tout ça. » Toute sa vie, c'était ça. Se faire donner des compliments, prendre le mérite, puis comme se faire donner des choses, genre, se faire occuper de lui. C'est même pas de la paresse parce que c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. D'efforts qui s'affligent pour rien, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas genre je paresseux, je veux qu'on me donne tout, là. Genre, tu te compliques la vie. Ça n'a pas de bon sens. Pendant que Charles, il dit tout ça, là, devant le juge, devant le jury, devant tout le monde, qui mentionne là, toutes les preuves qu'on a contre lui, qui mentionne qu'il va super bien. J'ai jamais vu ça, je pense. Le dude, il est assis dans une chaise roulante. Le procureur, il est debout, puis il est comme, ce gars-là, il sait marcher. Puis il reste assis dans sa chaise roulante, piteux, genre en train de... Mon rêve, c'est qu'au verdict, il se lève debout, puis il part à pied. Là. Legit. Ben, ça... En tout cas, ça ressemble quasiment à ça. En tout cas, il va aussi y avoir des témoignages, beaucoup de témoignages durant le procès, des proches de Linda qui vont venir parler d'elle, qui vont venir en dire le plus possible. On a un certain Ronald Proudlove, fucking beau nom de famille, qui a témoigné en disant « J'ai connu Linda grâce à la danse en ligne. Nous sommes devenus très amis. Au cours de la dernière année avant sa mort, elle m'a confié que son mariage n'allait pas du tout. Elle m'a également montré le genre de lettres qu'elle avait trouvées parlant d'une liaison entre elle et le professeur, disant que c'était pas du tout vrai, tu sais, qu'elle a trouvé ça dans l'ordinateur de son mari. Ah! Il écrivait ça sur son Word, genre. Oh. Ensuite, on a aussi la sœur de Linda qui va comparaître. Elle s'appelle Gillian Holly. Elle va dire au tribunal que 4 mois avant sa mort, Linda est venue rester avec elle pendant plusieurs jours parce qu'il y avait eu une grosse dispute entre elle et son mari. Elle est ensuite retournée chez elle, mais de temps à autre, elle et moi, on sortait pour aller dans un parc de caravanes. Elle voulait s'acheter une vanne. Comme ça, après son divorce, elle allait vivre tout seule, en mode nomade. Genre, what the fuck? C'était son plan de vivre pendant les mois d'été tout seul dans sa vanne, puis l'hiver avec sa sœur. Là, sa sœur... triste. Ouais, sa sœur avait ajouté « Linda m'avait d'ailleurs montré 2 lettres. Elle dit, l'une des lettres disait « Espèce d'idiot, sais-tu que ta femme n'est pas à l'endroit où elle t'a dit qu'elle était? » Puis l'autre disait « Espèce d'imbécile, sais-tu où se trouve ta femme avec un autre homme? » Donc, Linda, elle a trouvé ces lettres-là dans l'ordinateur avant, mais elle faisait, tu sais, elle n'a pas été voir la police, mais elle était juste comme « Je vais demander le divorce. » Ça confirme juste... Elle avait peur de lui, là. Ensuite, on a aussi l'instructeur de la danse en ligne, là, du cours de danse en ligne, le Wild Bills Line Dancing Club. Il s'appelle Chris Hodgson. Excuse-moi. C'est lui là, que Jean Malcolm, il pensait qu'elle avait une affaire avec lui puis tout. Il va témoigner durant le procès. Il va dire « Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu l'impression d'avoir été totalement giflée au visage parce qu'elle était la vie et l'âme de ma classe. Elle ne sera jamais oubliée. Je la vois toujours chaque fois que j'entre dans le corridor, souriant, plaisantant avec les autres. » Ensuite, il y a un certain Philip Hallison, le directeur du Lady Green Garden Center, où Linda a travaillé seulement 3 mois. Là. Genre 3 mois, puis il a été capable d'aller en procès puis de dire Linda s'entendait bien avec tout le monde, avec tout le personnel, sans exception. Elle avait tellement des belles manières. J'étais capable de dire que c'était déjà une de mes meilleures employées. Oh. Genre, tout le monde, sans exception, qui est entré en contact avec Linda Henders se souviennent d'elle avec chaleur et affection. Mais très peu ont aperçu la tristesse qui la tourmentait dans sa vie de famille. Malheureusement, elle avait seulement confié ses petits problèmes à certaines personnes, ses personnes les plus proches. Mais ça veut rien dire. Quelqu'un de souriant, pétillant, ça veut pas dire que sa vie va bien, là. Il n'a fallu que 5 heures à un jury composé de 6 hommes et 6 femmes pour déterminer le verdict. Après un procès de 16 jours. Pendant que le juge lisait le verdict, Malcolm avait les yeux fermés, la tête baissée, les mains dans son visage, cachant toute réaction. Le jury a rendu un verdict de culpabilité unanime. Ben, c'était sûr, là. Après le verdict, la sœur de Linda va dire «
Cela a très durement touché toute notre famille et nous n'y croyons toujours pas. Lorsque nous avons perdu Lynn, si soudainement, je pense que nous avons tous perdu une petite partie de nous-mêmes. Le juge, lors du procès, le certain David Clark, va dire « Seulement toi vas savoir la vraie raison de pourquoi tu as fait ça. » Ces évidences indiquent que ton petit mode de vie confortable commençait à sentir une menace et que de voir ta femme vivre d'une jouissance comme elle vivait de plus en plus te faisait souffrir de jalousie. Il reste que tu as fait un crime d'une violence extrême. Tu es intelligent, manipulateur. T'es intelligent, t'es pas cave. Puis tout ce que t'as fait, c'était pour manipuler puis contrôler ton entourage pour qu'ils croient, genre, ce que tu voulais. Genre, pour que ce ça soit... t'arrange. Pour que ça t'arrange. Au moment du meurtre, Malcolm avait 46 ans. Il obtiendra une sentence quelque part avant la fin de l'année 2001. Prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 16 ans. Il serait donc techniquement éligible à la libération conditionnelle depuis 2017. Et pour vous dire, dès son entrée en prison, il va la faire sans chaise roulante. Un miracle! Un miracle! Il marche. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas été capable de savoir qu'en était-il de lui. Genre mort, vivant, prison, libre, aucune idée. Puis si quelqu'un qui nous écoute présentement arrive à obtenir l'information, j'ai essayé de mettre mon VPN, j'ai checké tous les articles, on n'a aucune idée il est où présentement. Mais il est éligible à la libération depuis 2017. Est-ce que ça s'est fait avant? Est-ce que ça s'est fait en 2017? Est-ce qu'il est encore en prison? Est-ce qu'il est mort? Aucune idée. Mais là, fun fact, pas fun du tout, je ramène ce petit segment. Le couteau qui avait été retrouvé dans la gorge de Linda Henders, c'était son couteau à elle. Un couteau de sculpture sabatier qui portait un nom sur le manche. Son nom de jeune fille, Linda Croft. C'était un couteau bien spécial pour elle qui lui avait été donné adolescente après un cours de cuisine, bien avant qu'elle rencontre Malcolm. Si c'est pas significatif, je sais pas c'est quoi. Hey, c'est voulu, là. Il est là-dessus avec son couteau le plus cher, écrit son nom de jeune fille, comme avant le mariage, en plus. Ouais. Genre, c'est la fille à l'intérieur qu'il veut détruire, qu'il voulait tuer. Pas juste sa femme. La femme à l'intérieur. Quel psychopathe, cet homme-là. Je veux conclure en adressant quelques petites statistiques qui devraient nous alarmer bien comme faux en ce moment. Cette année, et là, en date du 8 mars 2026, quand je faisais cette recherche, nous sommes rendus à 7 féminicides au Québec seulement. Tous dans le cadre de violences conjugales. Pour faire une comparaison avec l'an dernier, mettons, là, on était à 6 féminicides dans le cadre de violences conjugales en date de juin 2025. On est en mars. Début mars. Là. En plus, 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Ouais. On a déjà, genre, dépassé le nombre de l'année passée. Genre, en cette date-là, ça n'a pas de bon sens. C'est donc vraiment important que l'on constate en ce moment là, que l'année part très mal puis que c'est plus que pressant d'agir. Pour en revenir à ma petite comparaison avec le podcast Sexe oral, là, l'épisode sur la violence conjugale qui vient juste de sortir, les intervenantes parlaient du fait que c'est important d'en parler parce que c'est important aussi que la loi change sur les conséquences que l'on donne aux responsables de violences conjugales, de crimes conjugaux, de féminicides. Pourquoi est-ce que ça doit changer? Eh bien, parce qu'en ce moment, là, un féminicide commis en contexte de violence conjugale, c'est pas encore possible, selon la loi, de reconnaître ça comme un meurtre au premier degré. C'est donc pas possible de donner aux criminels des sentences bien hautes. On reconnaît pas encore que de la violence psychologique et verbale sur une durée parfois de plusieurs années peut être une forme de préméditation. Selon la loi, ça ne compte pas encore. Hey. Et c'est pressant, là. Il faut que ça change. Les filles en parlent là, dans le podcast là, d'une façon, là, ça m'a genre flabbergast, là, comme je disais au début, même si j'ai l'impression que genre je me renseigne puis que je connais des choses puis que genre j'en vois aller, genre je savais pas ça, mettons, là, cette information-là, ça m'a jeté par terre. Non, je savais pas non plus. Je vous mentionne donc, pour terminer, que c'est important de se confier à nos ressources disponibles.
SOS Violence Conjugale, 1-800-363-9010. En appelant à cette ligne de ressources, tu seras dirigé, peu importe d'où est-ce que tu viens au Québec. Là. Genre, peu importe t'es où, dans quelle région, ils vont être capables de te diriger, de te donner la disponibilité des établissements d'aide dans ta région ou bien genre les plus proches possibles de toi. Là. Fait que c'est vraiment comme le numéro qu'il faut appeler si jamais. Puis t'as pas besoin d'être celle qui en vit de la violence conjugale. Tu peux être un proche, tu peux être un passant dans la rue, comme je le disais, tu peux appeler à ce numéro-là. Puis on va t'aider, genre on va te donner des conseils, on va essayer de t'expliquer de genre quoi faire, qu'est-ce qui est dans ton pouvoir. Je vais mettre le numéro en commentaire sur toutes nos plateformes, en commentaire de l'épisode. Et c'est ce qui complète mon épisode. Merci. Hey, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je suis de mauvaise humeur, là. Je suis fâchée. Je m'étais dit en plus que j'allais comme peut-être pas faire de féminicide avant un bout, mais c'est tellement d'actualité. Là. C'est ça qui se passe en ce moment. Là. À chaque fois que j'ouvre mon téléphone, quasiment, genre, tu sais, là, j'ai dit 7 féminicides, là, mais il y a quelque chose qui est arrivé hier, là, au moment où on enregistre, que peut-être ça va être ça, dans le fond. Là. On ne sait pas encore c'est quoi la nature du décès de la femme, là. Mais c'est full d'actualité. Ça arrive non-stop. Là. Mais il faut en parler, tu sais. Puis dans l'épisode de Sexe oral, il donnait certaines ressources pour les hommes aussi, mais honnêtement, je m'étais dit après l'épisode que j'allais comme faire des recherches parce que c'était pas assez clair pour moi. Là. C'était pas un numéro puis un nom d'institut. Là. Il disait qu'il y en avait des possibles, mais en gros, ce qu'il disait, c'est que, ben oui, un homme violent, OK, il y a des ressources pour lui. Il y a des ressources. Sauf qu'à la base, si ça part pas de lui-même, qui veut chercher de l'aide, ça change rien. Même si t'es la femme qui veut le changer, le réparer, l'aider, tout ça, puis que tu lui donnes toutes les ressources du monde. Faut qu'il veuille le changer. C'est ça. Si ça part pas de lui, il n'y en aura pas de travail. Là. Je veux dire, il en existe clairement des ressources pour les hommes violents. Il existe le fait de consulter, genre, quand t'as des problèmes d'attitude, mais si tu veux pas le faire, tu le feras pas. Là. Ouais, je pense qu'il y a À cœur d'homme, là. C'est un organisme pour ça. Il y en a d'autres aussi. Prenez soin de vous, prenons soin de nous. Oui. Puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur cet épisode. Commentez, donnez votre avis. Écrivez-nous, on répond à tout le monde. Ouais. Puis, à la semaine prochaine, on vous aime. On vous aime beaucoup. N'hésitez pas à partager des ressources à vos proches, à tout le monde, à les crier sur tous les toits. Vous n'êtes pas seuls. Gros bisous glacés. On se reparle la semaine prochaine. Bye bye!